Alors, Karine, voilà. Karine se reconnecte. Voilà. Ça y est, tu fais rentrer tout le monde? Ouais, Tu fais rentrer un par un ou tout le monde? OK. ouais. Ah ben voilà. Bonjour à tous. On va prendre Damien Sourisseau, donc je m'occupe de diriger les activités de formation continue du groupe IGS. On va avoir le plaisir d'animer avec Richard et Karine de chez Airbus notre webinaire autour de, on va dire, l'avenir de la fonction ressources humaines et comment l'intelligence artificielle, le digital est en train de transformer toutes les pratiques. Et Richard a été un peu osé en disant que potentiellement ça pouvait faire disparaître les collaborateurs, les managers de la fonction ressources humaines. Je vois déjà Karine qui est en train de dire, ben non, bien entendu que non. Mais voilà, donc on va débattre de tout ça ce matin. Je vais laisser encore quelques minutes pour que chacun puisse se connecter et en profiter pour vous dire deux, trois mots sur IGS Formation Continue. Donc IGS Formation Continue, donc on est la partie exécutive formation continue du groupe IGS, hein, le groupe IGS qui est donc une fédération d'écoles sous statut associatif qui sont chacune spécialisées sur différents métiers et notamment l'IGS RH, c'est pour la partie ressources humaines. Et nous, donc, en formation continue, on accompagne les collaborateurs et managers de la formation continue qui sont de la fonction RH, pardon, qui sont en évolution ou reconversion professionnelle. Mais pas que, puisque depuis maintenant quelques années, en formation continue, on accompagne aussi la population des managers commerciaux et des collaborateurs commerciaux, puisqu'on a chez IGS une école qui s'appelle l'ICD, qui est spécialisée sur le segment de la vente et du marketing. Et puis, on a aussi chez IGS une école qui tourne autour des métiers du management et de la finance, s'appelle l'école ESAM. Et pour le coup, en formation continue, on accompagne notamment sur des parcours intra de nombreuses cohortes de managers plutôt intermédiaires qui ont à évoluer et progresser en entreprise, ainsi que des populations financières, ceux qui viennent chercher à nos côtés des diplômes pour se former, pour prendre des postes de responsabilité, de cadre au sein de directions financières. Voilà pour la partie IGS formation continue. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Karine. Bienvenue, Karine, sur ce webinaire. Je vais laisser Richard te présenter. Et notre grand ami Richard, donc, qui est enseignant-chercheur à l'IGS-RH, qui nous fait le plaisir d'animer pour le compte de la formation continue IGS cette série de webinaires. On en aura trois cette année à ses côtés, qui vont toujours toucher autour de l'avenir et de la transformation de la fonction ressources humaines. Richard, je te laisse te présenter, introduire Karine et puis lancer, si tu permets, les hostilités. C'est à toi. Avec, avec plaisir. Merci Damien. Merci beaucoup. Merci Karine d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à tous et à toutes qui sont présents et présentes aujourd'hui. Donc, effectivement, une grande question. Quel est l'avenir de l'ARH en fonction de toutes les technologies actuelles qui sont en train de se déployer et on verra qu'ils sont encore dans une phase un petit peu de bouillonnement avant l'explosion, entre autres, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Donc, pour ma part, je suis à l'IGS depuis 11 ans. Ça va faire 12 ans l'année prochaine. Je suis enseignant-chercheur. J'étais directeur adjoint de la filière ressources humaines. J'ai aussi dirigé le International HR MBA. D'origine américaine et naturalisé français depuis 40 ans, je suis effectivement multiculturel et j'ai travaillé dans des multinationales françaises et américaines en ressources humaines, donc à des postes de direction de DRH worldwide, avec des organisations qui variaient de 1000 à 8000 personnes. Donc, il y a une douzaine d'années, j'ai choisi de rejoindre l'IGS et de faire un doctorat en sciences de gestion sur le sujet de l'exemplarité managériale, sujet qui me tient toujours à cœur, à savoir quel est l'impact des comportements des managers et non pas seulement de leurs compétences, mais de leur comportement même par rapport à leurs équipes et la manière dont cette exemplarité peut avoir un effet sur l'ensemble de l'organisation. Voilà, donc bonjour Karine et merci d'être avec nous. Karine, tu es ingénieure en sciences de l'information, en technologie de l'information, et donc ça fait 20 ans que tu es à Airbus, et tu n'es pas resté en IT tout le temps, tu as fait un passage
avec une recherche, je pense, d'ouverture, de polyvalence et de vision plus globale de l'entreprise par la finance, où tu as passé un certain temps avant d'être happé, d'être appelé par Thierry Baril, le Chief HR Officer d'Airbus depuis de longues années, et fidèle au poste et grand transformateur de la fonction RH, on peut le dire. Et donc, il t'a happé, il t'a accueilli, entre guillemets, pour venir animer la transformation et la performance de la digitalisation RH à Airbus. Donc, merci à Edouard de t'avoir mis sur notre chemin pour pouvoir animer ce webinaire. Il semble que tu sois la personne idéale. On a eu quelques conversations en préalable, donc on a quelques idées qu'on va partager avec vous tous, avec vous toutes. La première question, c'est quel est quelque part ce rôle que tu tiens, qui a été une création de rôle, d'après ma compréhension, à Airbus, et quelle est quelque part ton ambition et ton souhait pour la fonction RH? Oui, merci Richard, merci à tous et bienvenue dans ce call. Je ne sais pas si je suis la personne idéale, en tout cas, nous allons débattre sur des sujets très intéressants. Tu l'as dit, Thierry Baril, c'est un visionnaire et un grand stratège. Donc, depuis longtemps, il voit aussi l'avantage de l'IT et de l'informatique comme un levier d'accélération et de la performance RH. Donc, pour lui, dans sa tête et depuis très longtemps, c'est un moyen de combiner les deux. J'ai la chance de faire partie d'un groupe qui s'appelle Airbus. On a 3 piliers importants, c'est l'aviation, le spatial et le militaire. Donc, l'innovation et donc tout ce qui est IT, système d'information, fait vraiment partie de notre ADN, puisque c'est la manière dont on design les produits, dont on les produit. Donc, ça faisait complètement du sens que la fonction HR ne soit pas mise de côté. Et donc, cette transformation, elle a démarré déjà il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années pour évidemment améliorer l'efficacité de la fonction, mais avant tout, compte tenu du fait qu'on a 130 000, 150 000 employés sur la planète, l'idée, c'est de remettre l'employé au cœur du système HR et donc de son système d'information, et de pouvoir avoir des informations qui soient partagées de la même manière sur tout le globe, puisque donc on est très présent en France, en Allemagne, en Espagne et en UK, qui sont nos pays fondateurs, mais on a une présence très forte aux États-Unis, au Canada, avec des lignes d'assemblage, ou en Inde et en Chine. Voilà. Donc, c'était important qu'on puisse remettre l'employé au centre et pouvoir partager le même niveau d'information. J'ai un petit problème de chargeur, excusez-moi, 2 secondes. Oui, allez-y, Karine. Entre-temps, moi, je me souviens d'un roadshow que Thierry Baril avait fait pour la fonction RH, donc il avait fait un peu le tour des différents sites, et en fait, dans son roadshow, dans son show, Thierry dialoguait avec un robot. Donc, c'était vraiment l'impact qu'il voulait donner quelque part à cette transformation de la fonction RH. Je vais prendre 3 minutes pour vous passer une petite vidéo. C'est un entretien que j'ai eu avec Thierry, et ça va être en plein sur le sujet que Karine vient de soulever. Et je pense que Karine ne connaît pas cette vidéo, donc ça va être une découverte pour elle. Donc, j'attendrai à ce qu'on puisse me dire s'il y a bien la vidéo et s'il y a bien le son. Donc, dites-moi si le son marche. Donc, pour le coup, la vidéo fonctionne et le son fonctionne. Ok. Donc voilà, on a un petit moment tel que moi je t'entends parler, que ce soit en conférence ou aujourd'hui, c'est quelque part de remettre l'humain dans la RH. Absolument. Et c'est vrai que c'est un combat personnel. Alors c'est un petit combat ou c'est un grand combat avec une petite personne. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de jeunes arriver nous rejoindre. Ils sont tous très intéressés par la technique et c'est tant mieux. En même temps, on en a souvent parlé par rapport au cursus même de l'IGS et son contenu, j'ai parfois l'impression qu'ils sont un peu short sur un certain nombre de domaines. Et c'est pour ça que je fais tout pour que les jeunes qui nous rejoignent soient le plus possible immergés dans des activités opérationnelles pour être rapidement confrontés à la réalité en fait de la fonction RH dans ses plus simples et basiques aspects. Mais
tant essentiel pour le reste de la carrière. Rapidement, par contre, je fais tout avec mes équipes pour qu'on ne les laisse pas uniquement tourner avec nos process qui font du sens. Mais à force de se raccorder à la règle du process, on perd en fait souvent l'aspect humain. Or, finalement, nous sommes dans un métier, je crois que c'est la chance de notre métier, où tout ne peut pas être rationnel. Et le niveau d'irrationalité, et je parlais d'adaptabilité et d'agilité, est énorme. Parce que ce qui est attendu de notre part, c'est notre capacité, en termes d'empathie, à écouter les autres, à essayer d'écouter aussi le besoin d'un business et à un moment donné de matcher les attentes des uns et des autres, c'est-à-dire d'un individu et puis d'une entreprise. Et de tout faire pour qu'à la fin, ça soit un mode coopératif, un mode collaboratif qui fait qu'on développe une compétence humaine dans le temps. Et il faut savoir faire cet investissement dans le temps pour le bien-être de l'entreprise aussi et pour le bien-être du salarié. À la fin, une fois qu'on a dit tout ça, il n'y a pas de process. C'est vraiment notre nature humaine qui est avant tout mise en œuvre. Donc je pense que c'est un métier qui nécessite un peu de dons. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'innés et par l'acquis, on peut effectivement équiper un certain nombre de nos collaborateurs, comme on essaye d'équiper nos managers. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer à des jeunes, c'est que quand on rejoint en fait nos métiers, il faut être prêt à appréhender cette partie d'irrationalité dans laquelle on va nous aussi, nous-mêmes, en tant que personne, donner le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que de plus en plus, mes équipes ont bien compris que l'automatisation des process, la facilitation que l'on peut essayer de mettre en œuvre pour simplifier ces process, les rendre plus efficaces, plus rapides, plus performants, plus informatisés, fait du sens parce qu'à chaque fois qu'on va gagner du temps et ne pas perdre de temps à administrer, on va gagner du temps pour s'occuper des autres. Voilà. Et donc pour être sur la véritable valeur ajoutée de notre métier. Si par contre on perd du temps pour automatiser, pour finalement continuer de gérer uniquement de l'administratif, c'est dommage, on a perdu complètement l'opportunité. Alors c'est vrai que remettre l'humain au centre de tout, je crois que c'est notre métier, et en particulier dans des mondes où il semble que beaucoup d'humains aient le sentiment qu'on a déshumanisé. Donc entendons ce message et essayons d'avoir notre propre contribution. Et on revient bien aux valeurs de l'IGS. Super, Richard. Hein, c'est la belle surprise du webinaire. Oui, et je voyais Karine qui avait un regard qui me semblait même tendre envers Thierry. Thierry, c'est quelqu'un de très touchant et autant un grand dirigeant, autant un grand cœur sensible et qui essaye vraiment de trouver cet équilibre entre les deux. Donc voilà, Thierry qui dit bah, finalement, Karine, remettre l'humain au centre. Et je pense que c'est la grande crainte lorsque j'anime des sessions en formation continue, avec des étudiants en études initiales, avec des alternants, des apprentis. La grande question, c'est oui, mais qu'est-ce qui va rester à la RH, quoi? Si on arrive à tout automatiser, qu'est-ce qui va se passer? J'en profite pour dire que Adèle vient d'envoyer un petit poll, un petit sondage. En fait, on vous demande d'être tout à fait honnête, c'est complètement anonyme, c'est de dire bah, finalement où est-ce que vous en êtes par rapport à cette arrivée de l'IA dans la fonction RH. Est-ce que vous êtes plutôt confus, plutôt craintif, plutôt enthousiaste ou plutôt attentiste? Donc, à vous de jouer, on verra quels sont nos résultats. Je vois, Richard, que c'est l'enthousiasme qui prend le dessus. Ah, confus, c'est en train de s'équilibrer là. Hein. N'hésitez pas, on est une vingtaine autour du Teams. Voilà. C'est en train de cliquer. On va laisser ça bouger, on va poursuivre. Donc, en fait, Karine, dans votre expérience aujourd'hui chez Airbus, qu'est-ce que vous voyez comme étant les premières étapes à venir? Parce que déjà, vous dites la transformation RH, ça fait une dizaine d'années qu'elle a été entreprise avec des allers-retours un petit peu. Hein, on avance, on recule, c'est pas totalement linéaire. Donc aujourd'hui, quelles sont les prochaines, quelque part, milestones, les prochaines étapes que vous voyez dans cette digitalisation de la fonction RH? Bah, déjà un peu d'historique, parce que finalement, cette digitalisation de la fonction HR, elle est récente. La vidéo de Thierry est sans doute de 2014-2015, sans doute quelque chose comme ça, quand il a lancé ce grand projet de transformation où effectivement, il voulait l'humain, l'employé, le talent au centre de cette transformation, tout en étant visionnaire, c'est-à-dire en voyant la capacité que pouvait apporter l'IT à la technologie.
Donc, on est déjà passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire, il le dit, la digitalisation de nos processus HR, parce qu'on est une entreprise qui reste complexe et compliquée, qui est un peu à l'image de nos produits. Ils ne sont pas si simples à développer et à faire voler, hein, l'air de rien. On est présent dans plusieurs pays, donc on a des règles locales qui s'imposent. Donc, la digitalisation de tous nos processus HR, ça a permis de gagner du temps, d'être plus efficace dans le développement de nos employés, dans le recrutement. Voilà, donc ça a été mis en place et ça continue, puisqu'on continue à déployer tous nos petits sites aussi dans le monde, hein, pour que tout le monde ait la même plateforme et les mêmes chances et les mêmes opportunités. Il y a une deuxième étape qui nous a permis aussi de traverser la crise Covid, qui était le fait qu'on avait robotisé d'une certaine manière ou automatisé d'une certaine manière la gestion de la paye, puisque quand le monde est en lockdown, en confinement un 16 mars et qu'il y a 150 000 payes à sortir, ça s'est fait. Ça s'est fait par l'expertise, effectivement, des équipes paye, mais aussi parce qu'il y avait la possibilité d'avoir la machine derrière qui produisait et qui lançait les transactions. Karine, excusez-moi, je vous coupe parce que ça me rappelle. Ah mince. Mademoiselle Vincelot, Valérica Vincelot, elle m'avait dit finalement le confinement chez Airbus, ça a accéléré le plan de digitalisation du travail à distance. Oui, Ce qui devait être prévu sur 2 ans, c'est fait en 2 mois. exactement. Puisque donc du coup, il nous restait que ces plateformes justement de collaboration. Donc ça a forcé finalement, et on en parlera peut-être, mais une des difficultés que toutes les entreprises auxquelles elles font face, c'est effectivement le changement culturel. Et là, sous contrainte, finalement, il y a eu une adoption qui s'est faite beaucoup plus naturellement et beaucoup plus rapidement. Voilà, et puis dans ce qu'on développe là sur ces dernières années, c'est par exemple la notion de chat. C'est-à-dire, tout le monde parle du chat GPT, mais nous aussi, on a notre chat. Donc, un employé qui a un problème, qui veut connaître quelle est la règle pour la fermeture de l'entreprise pour les congés de Noël, il interroge directement son chat plutôt qu'à d'aller éventuellement interrompre son partenaire HR ou son partenaire de la paye. Donc, derrière tout ça, en fait, c'est pas que le RH ou l'employé de paye est plus utile, hein, c'est juste qu'il se concentre sur des cas difficiles, complexes, où il y a besoin d'une expertise, et puis sur du transactionnel ou de la simple réponse vis-à-vis des règles ou des standards qui sont connus. Voilà. Et la prochaine étape, voilà, vous me posiez la question, Richard, mais la prochaine étape, c'est évidemment tout ce qu'on fait avec nos données pour aider dans la décision. Donc ça, c'est les prochaines étapes. C'est comment on peut utiliser toutes ces données qu'on peut avoir sur nos employés, nos managers, leurs envies, leurs potentiels, leurs expériences passées, pour leur offrir des formations pertinentes, pour aider le HR dans le dialogue, dans le développement de l'employé. C'est faire du prédictif. C'est là qu'on arrive vers l'intelligence artificielle qu'on abordera sans doute à un moment donné. Mais voilà les étapes dans lesquelles nous sommes. Très bien, très bien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est d'une part cette question des données, c'est-à-dire quand on parle de big data, même au sein d'une entreprise, Dieu sait qu'à Airbus, il doit y avoir de la data, et pas seulement de la data RH, il y a de la data de spécifications, de composantes, de la data sur les fournisseurs, de la data sur les ressources humaines. Et donc, la question, c'est déjà, il faut faut nettoyer un peu, quoi. Il faut faire un petit peu le ménage, parce que sinon, la data, elle sert à rien. Donc, pour tous autant qu'on est autour de la table aujourd'hui, la question des data est une question essentielle si on veut effectivement pouvoir faire de la prédiction, pouvoir faire même de l'analyse correcte, quoi. On sait très bien que si on n'a pas les bonnes définitions de postes dans la base de données, les gens sont sur des postes, mais ce n'est pas ce qui correspond à leur feuille de paye ou à la nomenclature de la convention collective. Donc, ça pose de réels problèmes. Donc, point de départ, quelque part, la fondation, déjà, c'est d'avoir des data propres.
Et ensuite, il y a effectivement le fait de faire du design d'outils, de la conception d'outils de manière à pouvoir effectivement avoir comment dire, des fonctionnalités qui soient opérantes. Ensuite, il y a l'adoption. Et l'adoption, on en a parlé, c'est toute une question, parce qu'on peut avoir un bel outil et se dire, bon, bah, ça y est, on déploie l'outil, encore faut-il que les personnes l'adoptent. Donc, ils y voient quelque part un bénéfice. Et au final, je fais un petit peu un sommaire pour voir quel fil vous allez tirer de cet écheveau. Et au final, il y a une question de où réside la valeur ajoutée de la fonction RH. Et où est-ce qu'elle réside aujourd'hui et où est-ce qu'elle va résider demain, qui, à mon avis, ne va pas changer. Ça va être plutôt une amplification d'une valeur ajoutée spécifique par rapport à tout ce qui peut être automatisé, outsourcé, digitalisé, etc. Donc, avec tout ça, prochaines étapes, l'intelligence artificielle qui va commencer à poindre peut-être au niveau du recrutement, peut-être à d'autres niveaux chez Airbus. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ne soient pas trop confidentiels que vous pouvez partager avec nous, ou en tout cas des orientations? On peut en partager une évidente, puisque donc finalement l'intelligence artificielle, j'aime bien rappeler que c'est pas nouveau, que c'est pas une technologie nouvelle. Nous, on l'utilise sur les avions, puisqu'on peut prédire quand un calculateur avion va tomber en panne et donc on peut, comme ça, optimiser vis-à-vis de la compagnie aérienne le moment où elle va changer ce calculateur pour que l'avion fonctionne parfaitement. Donc, c'est une technologie qu'on connaît. Elle a été tout d'un coup dévoilée au grand public avec le fameux ChatGPT qui était un outil de conversation. Mais donc, évidemment, il y a un usage auquel on pourrait tous penser, c'est que, par exemple, on passe tous beaucoup de temps à rédiger nos offres d'emploi. Dans quelle mesure, en décrivant quelques critères très, très précis, l'intelligence artificielle pourrait ne pas produire directement cette demande et cette offre d'emploi. Airbus aura recruté plus de 10 000 personnes cette année. On a un carnet de commandes qui, suivant les secteurs, va de 8 à 10 ans. Donc, on est dans une forte croissance, une forte demande avec des compétences techniques qui changent et qui évoluent, hein, puisqu'on est en pleine transformation de l'aviation et de sa décarbonation. Donc, on va avoir besoin de profils nouveaux. Donc, c'est là que la générative IA, comme on l'appelle, peut être très utile dans la phase de recrutement. Elle peut permettre aussi, vu le nombre de CV qu'on peut recevoir, puisqu'on va avoir atteint plus de 10 000 embauches cette année, ce qui est remarquable, hein, compte tenu de l'environnement post-Covid. Donc, il y a énormément Airbus a énormément de succès, d'attractivité. Et donc, que faisons-nous de ces talents et de ces candidats qui, malheureusement, n'ont pas été sélectionnés sur un poste, mais pour lequel, dans 2 ou 3 mois, un poste similaire ou équivalent avec des attendus en termes de skills et compétences serait là. Donc, on peut aussi optimiser beaucoup dans le dialogue sur le recrutement, par exemple, hein. Donc, c'est quelque chose qu'on élabore. Alors, il y a quelques années, on était venu à Blagnac et Thierry nous avait reçus avec un groupe donc de cadres RH en MBA, International HR MBA. Et donc, Thierry nous avait dit, ben voilà, dans les 10 années qui viennent, déjà, il y a tout le renouvellement de la population d'Airbus, hein, avec une démographie qui nécessite beaucoup de renouvellement. Il y a de la pénurie potentielle de talents sur certains secteurs. Et Thierry qui nous dit, ben voilà, d'ici 10 ans, il y a au moins une dizaine de métiers sur lesquels on va embaucher et que je ne suis pas capable d'identifier aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe vraiment, il faut gérer, quoi, parce que d'un côté, on sait que toutes ces technologies vont créer des opportunités. On ne sait pas exactement encore quelles sont les interfaces, quels sont les rôles, mais aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a des rôles RH IT.
Et donc, vous êtes quelque part dans un rôle comme ça de direction à ce niveau-là, mais est-ce que vous voyez des métiers qui vont se transformer au sein de la RH, qui vont faire cette jointure quelque part entre de la connaissance technique, à savoir technique informatique, et la compréhension de la fonction et des activités ressources humaines? De toute façon, le digital fait partie du métier, donc c'est de toute façon une fondation qu'il faut avoir dans son parcours professionnel. Donc ça, c'est nécessaire. C'est là aussi où pour nous, c'est un challenge vis-à-vis de l'adoption. C'est-à-dire que c'est notre force, c'est d'avoir plusieurs générations qui cohabitent dans Airbus. Donc il faut accompagner les plus expérimentés d'entre nous qui n'étaient pas forcément nés avec toute cette information, cette digitalisation, et puis qu'est-ce qu'une donnée, à quoi ça sert, et qui n'avaient pas forcément expérimenté ça, mais qui, par ailleurs, ont une expérience très précieuse vis-à-vis des processus HR et de la connaissance de l'entreprise, du métier, des différents métiers et des business. Et c'est là que c'est intéressant de lier les deux générations, celles qui arrivent et qui sont plus des digital natives, hein, ils auront vécu avec un smartphone dans les mains, c'est comme ça qu'on l'a décrit, cette génération-là, et puis comment elle cohabite avec la génération suivante et la génération qui est la plus senior chez nous, et qui, elle, a expérimenté dans le détail tous ces processus HR, qui a une excellente connaissance de l'entreprise, mais qui n'est pas forcément à l'aise face à cette transformation digitale qui avance de manière rapide. Voilà. Et ça nous amène à cette question, si effectivement les basiques de la fonction, à savoir tout ce qui peut être administration, y compris du recrutement, y compris de la formation, pas juste l'administration des contrats, mais si tout ça peut être et sera géré d'évidence par l'intelligence artificielle, quid de la progression de carrière pour un junior qui démarre avec un master RH et qui va devoir quelque part faire un saut, c'est-à-dire ne plus être sur ces fonctions que Thierry appelle les fonctions régaliennes de la fonction RH, mais effectivement pouvoir accéder assez rapidement à un niveau de valeur ajoutée différent. Et alors qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans des rôles plutôt d'accompagnement, de conseil, du management, du leadership, de la compréhension de l'organisation globale, ils ont l'expérience derrière eux. Ils en ont. Et donc, vous disiez, ben là, il va y avoir quelque part une dichotomie ou un paradoxe à gérer par rapport à ça. Oui, c'est ce qu'on échangeait hier, c'est-à-dire que ça reste encore une fois mon point de vue, mais euh, euh, il y a beaucoup d'avantages à tirer, on verra ce que donne le résultat du pôle, hein, et du survey, mais il y a beaucoup d'avantages à tirer de cette transformation digitale. C'est-à-dire que comme elle va éliminer effectivement des tâches, on va dire, répétitives, ou elle va permettre de faire des analyses poussées que faisaient les HR grâce à leur expérience ou grâce à des connexions, ça va pousser la fonction HR à se recentrer sur le H et à être encore plus fort que la machine. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi, dans nos fondamentaux, ce qu'on discutait ensemble, Richard, c'est que même en termes d'offres pédagogiques et éducationnelles, il va falloir aussi revoir comment on forme nos futurs RH, quelle que soit la composante dans laquelle ils veulent se positionner, que ce soit du recrutement, du HR business partner, qu'importe hein, leur spécialité. Il va falloir le penser dès le début, puisque désormais, normalement, dans un grand groupe comme le nôtre, on commence junior, on touche à tout. C'est comme ça qu'on fait ses armes, qu'on apprend. Au bout de quelques années, ça dépend de l'appétit de chacun. À vrai dire, il n'y a pas d'obligation, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'importe. Et puis après, on augmente notre niveau de responsabilité ou d'exposition. Et là, quelque part, peut-être ces premières années où on faisait plus des tâches d'administration, on comprenait comment fonctionnaient les implications de nos différents processus RH, elles risquent de disparaître et être automatisées. Donc, comment on prépare finalement ces nouveaux RH à rentrer à un niveau dans l'entreprise avec un niveau de responsabilité qui sera supérieur, puisque la machine aura remplacé éventuellement quelques étapes qui étaient formantes par le passé.
Richard, Tout je à vais fait. peut-être, je sais pas à quel moment tu avais Vas-y, prévu je t'en prie. de challenger par rapport au pôle. Là, Oui, j'ai oui, des vas-y. Je résultats, te hein. laisse la Donc, en main. fait, tu as 16 personnes qui ont répondu. Là, on est 25 autour du Teams. Tu en as 16 qui ont répondu. Tu as 50% des personnes qui sont enthousiastes par rapport à l'arrivée de l'IA, de la digitalisation, enfin, par rapport à l'arrivée de l'IA. Tu as 31% d'attentistes. Mhm. OK. Vous avez 13% de confus. Bon, après, on est 16 à avoir répondu, hein, OK. Et puis, tu as une ou deux personnes qui semblent craintives. Voilà. Donc, Mhm. je ne sais pas quelles sont vos premières réactions à chaud. Et puis, peut-être ensuite, dans la partie où on posera plus des questions avec les invités. Ouais. Bon, moi, 50% d'enthousiasme, c'est plutôt pas mal, je trouve, quand même, comme premier retour. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, donc dans tous les cours que je donne, que ce soit des cours sur le leadership, sur la stratégie RH, sur la RH internationale, etc., la gestion stratégique des compétences, la plupart des gens sont, et donc cadres en formation continue ou études initiales, la plupart des gens sont en questionnement. Et effectivement, c'est normal, on est dans une période, Karine pourra nous expliquer un petit peu les phases comme ça d'évolution. Nous sommes dans une période quelque part de bouillonnement. Et le bouillonnement avec ChatGPT, évidemment, ça amène tout à un niveau assez visible. Mais on n'a pas, pour autant, on n'a pas les réponses. On ne connaît pas encore tous les rôles, comme je disais, qui vont se jouer à l'interface entre la RH et l'IA. On ne connaît pas non plus la vitesse et l'étendue. La situation dans les TPE, PME va être très différente que dans les grands groupes internationaux pour des questions de moyens, de ressources et de besoins. Donc, ça va se jouer à des vitesses variables. Par contre, il y a l'opportunité et le scepticisme, ou en tout cas la prudence, qui quelque part, sont en équilibre. Et je pense qu'on le voit ici, enthousiasme, et puis soit je suis en attente, soit je suis en attente plutôt craintive, soit je suis en attente plutôt confuse, mais disons, il y a en gros 50% d'enthousiasme, 50-50, je suis d'accord. 50% dans l'attente et avec des nuances différentes. Donc, moi, j'en profite pour poser la question à Karine par rapport à la fonction RH à Airbus, alors que Thierry il a fait passer à coup de robots sur scène et de différentes manières, la transformation RH va passer par le digital. Et comment vous trouvez quelque part l'attitude en interne dans la fonction RH vis-à-vis de ces mêmes questions? Puisque là, on a un panel aujourd'hui, un échantillon très varié de personnes dans des rôles et des sociétés différentes. Comment ça se passe à Airbus dans la fonction RH? Est-ce qu'il y a, on y va, tout va être parfait? Est-ce que, dites-nous. Ah bah, il y a évidemment un enthousiasme, mais c'est, comme je le disais au départ, je pense que c'est lié à notre culture d'entreprise avant tout. Donc, voilà, la technologie, l'innovation, bon, voilà, la fonction HR étant très liée au business et les voit évoluer, hein. On utilise de la virtual reality, hein, par exemple, dans nos chaînes de production. Donc il y a un enthousiasme. Après, parce qu'aussi, je pense qu'ils ont vu, ne serait-ce que par notre grosse et première étape de transformation et la digitalisation de nos processus HR, que ça pouvait apporter de la valeur, c'est-à-dire dégager de l'efficacité, de la productivité, de la charge de travail pour se concentrer encore une fois sur le grand H. Donc il y a un enthousiasme. Il y a une crainte, parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans 5 ans, dans 10 ans? Et donc, je pense que c'est là qu'il faut être, voilà, très, très humble vis-à-vis de tout ça. J'ai toujours tendance à dire qu'on surestime ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans, en pensant que ça va tout révolutionner, et sous-estimer ce qui se passe à moyen terme. On l'a vu. C'est-à-dire que si vous reprenez des exemples même du quotidien sur l'arrivée de TikTok, le smartphone et tout ça, on ne sait jamais à quel moment il y a un point de Absolument. bascule, on n'a pas de boule de cristal. Donc en fait, le plus important, c'est de rester enthousiaste et ouvert, c'est-à-dire de surtout pas résister, parce qu'on sait que ça arrive, et donc c'est de planifier les étapes et c'est de tester les technologies, parce qu'encore une fois, là où je rejoins peut-être éventuellement certains craintifs, c'est que
ChatGPT l'a démontré, c'est que l'IA, elle a des biais, elle a ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, quand elle ne sait pas, elle invente. Donc ça démontre encore une fois, c'est une autre manière de se dire, il ne faut pas être craintif, c'est que tous ces systèmes-là, notamment, dans des grands groupes comme le nôtre, ils seront éthiques et compliant, hein. Donc il y aura une éthique très forte autour. Et d'où la valeur ajoutée aussi de l'humain, c'est-à-dire que si la machine produit quelque chose, il faut que l'humain ait le regard critique et la valeur ajoutée pour pouvoir, critiquer ce que la machine aura produit. D'où l'importance, voilà, encore une fois, de monter le niveau, en compétences, en gamme, en expertise, en connaissance, de l'ensemble de la population pour, encore une fois, battre la machine et être supérieur à la machine et avoir ce regard critique. Mhm. Mhm. Et après, Oui, confus, c'est tout à fait normal, je pense. On doit tous être un peu confus par rapport à cette situation. Ouais, je voilà. crois que c'est En, les 3 en- en fait, critères. en fait, ce que moi je pense, et ça m'appartient, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la valeur ajoutée de la fonction RH à terme, c'est la même que celle dont on parle à l'IGS aujourd'hui, mais qui va devenir d'autant plus exacerbée. Mmh, C'est-à-dire, c'est l'aspect accompagnement, compréhension d'une équipe de direction, de management, peu importe, de l'organisation, des fonctions, du bon fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation. Comment est-ce qu'on arrive à réellement optimiser le fonctionnement d'une équipe, d'une fonction ou d'une entité, et ce, avec une compréhension du business, à savoir de l'activité, et en même temps un accompagnement très personnalisé, très humain, pour pouvoir effectivement, euh, comment dire, modeler, façonner et permettre cette optimisation du fonctionnement. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, les outils serviront d'autant qu'ils le puissent. Je prends l'exemple de start-up qu'on va visiter à Bangalore, de start-up RH. Donc, ils sont vraiment au croisement de la RH et de la technologie. Par exemple, on postule sur un poste chez un de leurs clients, on envoie son CV, en 30 secondes, le système est capable de lire le CV, de dire, vous postulez sur tel poste, mais voici 2 autres postes qui sont à pourvoir et nous pensons que vous avez un profil qui serait plus approprié pour ces postes-là. Donc, ça, je veux dire, le temps de traitement et que ça prendra à la RH d'avoir la connaissance pour le recruteur qui va lire le CV, de savoir, ah oui, il y a un poste dans telle autre entité, etc. C'est clair que là, il y a une valeur ajoutée de l'IA et qui ne challenge pas nécessairement l'existence de la fonction RH. Par contre, je pense que la fonction RH va devoir monter d'un cran, et c'est quelque part le message qu'on fait passer dans nos formations, c'est la valeur ajoutée du futur, c'est celle, on la connaît déjà. Et comment est-ce qu'on se prépare à cette valeur ajoutée-là? Bon, avec tout ça, oui, continuez. Si on prend l'exemple du recrutement, effectivement, donc ça va accélérer ou ça va offrir, d'autres perspectives, puisqu'effectivement, ça fera des matchings. Donc ça fait partie de ce qu'on regarde. Mais avant tout, et ça, c'est pour répondre aux craintifs, quand on recrute quelqu'un, on recrute une personne, un individu, un potentiel qu'on voit quand on le rencontre. Et ça, la machine, elle ne saura jamais détecter, le vrai du beau ou le potentiel d'autre chose. Donc le H, il est encore une fois, en lettres capitales, Mhm, mhm, police 50, voilà. mhm, mhm. Très bien, très bien. Alors, il reste quelques questions que je voulais aborder. L'une d'entre elles, c'est la notion de responsabilité, parce que on a des ingénieurs, des techniciens qui travaillent sur les systèmes d'IA, qui sont soit en interne, soit à l'externe, c'est-à-dire soit c'est un fournisseur qui nous fournit un outil et des fonctionnalités qu'on va utiliser, soit on a effectivement des équipes en interne qui vont développer ces outils-là. Et au final, il va y avoir une prise de décision et peut-être au fil des ans, les systèmes apprenants vont permettre d'aller de plus en plus loin dans ces prises de décision-là. Et ma question, c'est, mais qui est responsable dans tout ça?
Est-ce que c'est l'ingénieur qui fait du code? J'utilise un terme propre hein, en disant qu'il tape du code. Est-ce que c'est effectivement la personne qui va apposer sa signature? Comment vous voyez cette espèce de paradoxe aussi de la responsabilité s'il y a prise de décision au niveau des machines? Bah, non, mais c'est justement ça qu'il va falloir définir. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir définir un système où il y a quand même l'éthique et la compliance qui est autour. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est d'autant plus vrai, pour nous à Airbus où, nos employés sont souvent qualifiés, certifiés, puisque derrière, c'est notre licence pour opérer, hein, qui est en jeu. Donc, on ne peut pas tout déléguer à la machine. Il y a un moment où on peut déléguer un certain nombre de tâches de vérification, mais il y aura toujours l'humain qui va venir vérifier et contrôler. Et on le voit même sur l'avion, c'est-à-dire que ça reste encore un humain qui vient vérifier en termes de qualité ce qu'éventuellement la machine ou le robot aurait fait. Voilà. Donc, ça va être pareil pour la partie HR, mais on le dit depuis le début, il va falloir avoir un niveau effectivement de regard critique et D'acuité, voilà, supérieur. voilà. Mais j'aime bien rappeler aussi que alors l'IA, elle va impacter tous les métiers, hein, mais et même celui qui l'a inventé, donc l'ingénieur informatique, puisque Ben oui, bientôt, il n'y aura plus besoin de développeurs informatiques, puisque ben il oui, suffira de parler à la machine et elle générera le code et on le voit de plus en plus. On a quelques tests en cours. On voilà. développe quelques applications métiers rapides pour des besoins spécifiques où il suffit de parler à la machine génère le code et vous avez votre application en très peu de temps. Donc même l'ingénieur informatique va avoir lui aussi son métier qui va devoir évoluer. Oui, alors ça m'amène peut-être à notre dernière question et puis on va ouvrir pour des commentaires ou des questions de la part de tous ceux qui sont en ligne. C'est, à votre avis, Karine, quelle est la responsabilité RH dans la digitalisation de l'entreprise? Parce que ça va amener des changements non négligeables en termes de communication, en termes de management, en termes de processus. Si on imagine l'usine sans papier, ce qui est déjà probablement le cas dans pas mal d'entités, euh, quelle est la responsabilité, à votre avis, de la fonction RH pour contribuer justement à maintenir l'aspect humain alors que on est en train d'influencer de plus en plus l'ensemble de l'entreprise dans ce processus donc de digitalisation? Bah, on le voit par exemple avec, on a une grande plateforme de learning, hein, ou même d'évaluation où chacun des employés peut lancer une propre évaluation de son leadership, en demandant à ses collègues, ses pairs, son manager, où il le positionne. Donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément de résistance, justement, dès lors qu'on fournit des outils où l'employé sent la valeur ajoutée qui est générée pour lui et qui a l'accompagnement du HR, qui le guide initialement dans cette démarche et qui l'accompagne dans l'analyse des résultats et qui l'accompagne dans son développement individuel et professionnel. On n'a pas senti de résistance puisque justement, on a mis en place des outils très simples mais très efficaces et qui sont adoptés immédiatement. On a un volume de demandes autour de ce self-assessment, hein, de ce 360, qui est impressionnant. Donc il y a un vrai appétit, en tout cas, des employés Airbus, des managers Airbus, à voilà, utiliser les solutions digitales HR. Oui. Et Et puis aujourd'hui, vous devez être un petit peu dans ces cas de figure où il y a eu tellement d'efforts et de démonstrations d'une valeur ajoutée du digital pour servir réellement les besoins des gens au quotidien, hein, parce que c'est pas une nébuleuse, c'est est-ce que ça m'aide à travailler dans mon quotidien? Et si ça m'aide, bah, du coup, il y a adoption. Et du coup, maintenant, et je suis certain, à Airbus, il y a une culture quelque part où quelque chose de nouveau, on le voit plutôt comme une opportunité que comme une menace. exactement. Mais le HR business partner, en l'occurrence, la plupart du temps, il est là au quotidien avec le manager, hein, et pour lui offrir à travers. Karine, je vais entamer la série des questions. Il y en a une alors, on va laisser, je sais pas, Adèle la parole à nos invités. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres là.
La digitalisation, l'automatisation, Thierry Baril disait ça permet de gagner du temps, etc. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, alors c'est peut-être une question qui fâche, hein, Karine, hein, voilà, quel est le périmètre d'un HRBP en nombre de collaborateurs qu'il a sous sa responsabilité à accompagner? Est-ce qu'il a augmenté? On s'est dit, bah, finalement, on était à 300-400 et comme il y a des solutions digitales qui permettent de gagner du temps, bah, finalement, moi, je suis en réponse à 700-800 personnes. Ou est-ce que finalement, on a gardé le même niveau d'accompagnement? Voilà, comment ça évolue par rapport à ça? Alors, non, on est resté à peu près dans les mêmes ratios et on le vérifie régulièrement en termes de benchmark. On l'a augmenté un petit peu, effectivement, mais c'est aussi pour donner plus de responsabilité à Ouais. la population HR. Pour autant, on ne l'a pas doublé, oui. Donc, mais on reste dans les ratios habituels. Ok. Et Damien, moi, je me souviens de nos étudiants venant d'Airbus qui nous disaient qu'il y avait l'avant et l'après Thierry. C'est-à-dire que Thierry, quand il est arrivé, il a quasiment doublé le nombre d'HRBP parce qu'il comprenait que la valeur ajoutée de la fonction, c'était vraiment D'accord. et sur les lignes de fabrication, etc. Et des gens qui sont quelque part dans le business, ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. Donc, j'imagine, enfin, j'ose imaginer que c'est le cas. Moi, je me souviens quand j'étais DRH mondial chez HP, on avait fait un benchmark, évidemment, hein. La PDG d'HP a fait un benchmark RH avec le reste du monde. On a découvert qu'on coûtait plus cher en RH que les autres, que nos concurrents. Et du coup, on est passé de 200 salariés par HRBP à 600. Mm. Et on n'avait pas la digitalisation à l'époque. Donc là, c'était vraiment un passage, mais ta question est d'autant plus pertinente, parce que ça peut être vu comme ça. C'est un peu comme quand on implémente du lean management. Est-ce qu'on implémente du lean pour réduire le nombre de personnes sur les lignes et du coup supprimer de l'emploi, ou est-ce qu'on implémente du lean pour augmenter la valeur ajoutée et déplacer des gens qui étaient sur des postes à moindre valeur ajoutée sur des postes à plus grande valeur ajoutée? Bon, ça, c'est mon petit côté poil à gratter, voilà. Mais Excellente question. on va peut-être laisser la parole, les questions à notre auditoire. On a prévu de conclure vers midi et demi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne sais pas, Adèle, si les personnes peuvent prendre la parole directement ou pas. Vous posez vos questions via la partie Alors, je vois qu'il y a des personnes qui. Alors. Les micros sont tous fermés, mais vous avez la possibilité de prendre la parole. Euh, alors, tac. Est-ce que c'est parce que chacun a obtenu les informations nécessaires, ce qu'il était venu chercher? Est-ce que c'est... Ah, Ah, ça y est, il y a une première question. Allez, alors, Marie. allez-y. Bonjour Marie. Oui, bonjour. J'essaie de mettre ma caméra. Alors, voilà, donc oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis DRH chez Schneider Electric. Donc, nous, on est très largement aussi, je dirais, on a fait des investissements très importants depuis des années dans tout ce qui est informatique, système d'information, et on va vers les rails, bien sûr, on y est. Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y a un enjeu colossal. Je ne sais pas comment vous l'avez résolu chez Airbus, mais c'est la fiabilité des données. Parce que si on veut faire du travail intelligent avec les systèmes d'information, le digital et les AI, il faut qu'on ait des données sûres, des données intègres et des données à jour. Tout à fait. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Et ce n'est pas forcément le point fort des RH en plus, de faire en sorte que cette dimension-là, qui n'est pas humaine, soit toujours extrêmement en veille, en fait, hein, accurate, je ne trouve pas le mot, à jour. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous comment vous y arrivez pour tirer le meilleur bénéfice, justement, de toutes ces données, toute cette intelligence. Eh bien, on est en plein dedans, Marie. C'est-à-dire qu'on a lancé un grand programme justement de transformation sur ce qu'on appelle la data culture. Donc, on a lancé il y a quelques semaines, quelques mois. Encore une fois, c'est pour déjà faire un état des lieux. On a évidemment énormément de données, mais c'est de faire un état des lieux sur ce qu'on a dans nos systèmes. Et puis, accompagner aussi nos HR, mais aussi, finalement, la donnée HR, elle est pas que HR, hein. Elle est utilisée par beaucoup d'autres fonctions.
la plus évidente qui vient en tête, c'est évidemment la finance, parce qu'ils utilisent ces informations-là, mais elle est utilisée de manière très variable. Donc, elle est clé, elle est centrale. Il y a un problème culturel aussi parce que peut-être notre population n'avait pas forcément vu l'intérêt de renseigner proprement les systèmes par le passé. Et même la nouvelle génération qui a une petite côté dilettante par rapport à avoir des informations un peu carrées. Je tire le trait, mais donc on est en pleine évolution et en plein changement là-dessus, avec un processus en cours de remise à niveau de ces données, puisque la beauté de notre groupe, c'est qu'on existe quand même depuis plusieurs décennies. Donc, on a accumulé beaucoup d'informations et que l'idée, c'est de pouvoir les utiliser de manière fiable, sécurisée et encore une fois de manière éthique et compliante. Et Marie, absolument, ta question est excellente. Et on l'a abordé un petit peu avant que tu nous rejoignes par rapport à cette fondation absolument nécessaire des données pour pouvoir faire de la big data. Sinon, on ne peut rien en faire. Moi, je connais des entreprises, entre autres à Bangalore, où j'ai mes entrées dans les startups, où effectivement, il y a des entreprises qui sont spécialisées sur, OK, bon, on prend en charge le nettoyage et les données. Mais je pense que, Karine, ce que tu viens de dire par rapport à la data culture, ça, c'est autre chose. C'est comment est-ce qu'on génère une transformation de la RH. C'est comme la performance culture. Ton titre, c'est Digital Performance and Transformation. Est-ce que la RH a réellement une focalisation aujourd'hui sur la notion de performance propre? Pas seulement la performance des autres, mais notre propre performance. Et quand je pose la question comment est-ce qu'on mesure la performance RH et qu'on me répond l'absentéisme, le turnover et les accidents de travail, je dis non, ça c'est pas nous ça. Nous c'est nos process, quelle est notre capacité à effectivement être performant comme un fournisseur de services internes. Donc pareil, je pense que la data culture et la performance culture, ça, c'est un peu ce côté plus rationnel, plus comment dire, quantitatif, qui manque un petit peu au niveau de la RH. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci en tout cas, Marie. Ça Merci fait à vous. plaisir de te revoir. Moi, j'en ai encore une autre. Hein. C'est rapide d'échanger avec Marie offline pour échanger sur nos bonnes pratiques. Ouais, Richard, moi j'avais une question ou une conclusion, enfin, prenez-le comme vous le voulez, mais dans le message de Thierry Baril, ça revient un petit peu à ce que tu disais. À un moment donné, c'est de dire, bon, tout ça, alors c'est vrai que cette vidéo elle date d'il y a une petite dizaine d'années, donc on était plus dans la partie automatisation, on était moins dans le prédictif, moins dans l'IA, etc. Mais on dit, en tout cas, ça permet de dégager du temps pour mieux accompagner, voilà. Où on en est par rapport à ce travail de dégagement de temps, d'accompagnement, et finalement, ce temps libéré, vers quoi, il est libéré pour faire quoi, effectivement, pour le HRBP? Qu'est-ce qu'il apporte quelles sont les missions complémentaires finalement ou sur quel sujet il a pu travailler de façon plus sereine que ce qu'il faisait auparavant avec l'arrivée de ces solutions digitales? Tu l'as évoqué déjà tout à l'heure, Damien, c'est-à-dire qu'effectivement, la digitalisation, avant tout, c'est d'être plus efficace et plus productif. Donc, le HRBP, il a vu éventuellement augmenter un peu son périmètre de responsabilité, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque plus on a un volume aussi d'employés, plus on peut avoir un regard intéressant et critique ou des analyses plus compliquées. Non, avant tout, et nous, ça a été quand même un gros travail, c'est le suivi de la performance de l'employé, l'accompagnement du manager dans ses développements autour du leadership. Donc, c'est là aussi où tout le HRBP a toute sa valeur parce qu'il peut aussi se dégager de ça. Le fait qu'on ait un marché de la mobilité et de l'emploi interne qui soit ouvert à tout le monde, ça simplifie aussi la vie du travail du HRBP, puisque en fait, derrière, il peut lui-même avoir une vue sur des candidats, des profils, de manière très rapide. Donc, il s'est vraiment concentré dans le développement des personnes, éventuellement l'accompagnement aussi pour rappeler les règles. Il n'y a pas que des choses positives, mais vraiment autour de la performance, l'accompagnement du manager et du leadership et de l'employé dans son développement.
c'est vraiment ça. Et je vais rajouter, Karine, et ça vient rejoindre un petit peu cette conversation que Marie elle a stimulée, c'est que ça va nous demander, nous, RH, de devenir plus analytiques, de devenir capable de créer des indicateurs de mesure non seulement qualitatifs, le qualitatif c'est un peu notre ADN, mais aussi des mesures quantitatives, et de savoir les interpréter et de savoir quelle est la répercussion de ces indicateurs sur effectivement la performance de l'organisation, de l'entité ou de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que les RH ne sont pas tellement aujourd'hui, comment dire, pointus, parce que on fait du, je ne sais pas comment dire ça, on fait de l'humain, mais pour, entre guillemets, parler le langage du business, comme on dit, le langage des managers, mais il faut qu'on devienne un peu plus quantitatif, un peu plus capable de voir quels seraient les indicateurs avec les datas dont on dispose qui seraient pertinents par rapport à une projection du business et de pouvoir ensuite en tirer les actions et les conséquences nécessaires. Si je prends un exemple, Richard, de ce que font nos HRBP, et encore une fois, la fonction HR ne doit pas juste être limitée au HRBP. Hein. Il y a tellement d'autres métiers, tellement d'autres métiers très importants et très experts, dont les social policy, la payroll et autres. Mais donc, si on parle du business partner, pour le moment, et on est vraiment en train de basculer, il va aller chercher des informations qui va lui permettre de faire sa pyramide d'âge pour voir combien on fait un development plan ou une action de développement avec leur manager. Donc, tout ça prend du temps. L'idée, c'est que désormais, sur son secteur de responsabilité, il ait tous ces indicateurs clés d'absentéisme, d'engagement, de pyramide d'âge, de postes ouverts, d'absentéisme, voilà, en une page, et que ça puisse lui permettre, lui, de prendre des actions correctives, immédiates avec le manager, les employés, des actions d'accompagnement. Nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, hein, et Thierry est un grand sponsor du sujet, c'est tout ce qui est accident du travail, qualité de vie au travail. Donc voilà, donc en fait, ce sont des indicateurs qui suivent, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de manipuler. Et l'idée, c'est de leur fournir leur dashboard, leur moyen d'avoir ces indicateurs, des comparaisons par rapport à d'autres départements, et de les aider, de les guider dans ce qu'il faudrait mettre comme action en place, encore une fois, avec la compréhension du business, du quotidien, et une relation privilégiée avec le manager et les équipes. Moi, ça va. Vas-y, Richard, vas-y. Ça va m'amener à faire un partage d'écran très rapide. C'est pas uniquement une conclusion, mais c'est quelque part le modèle des compétences de David Ulrich, où on voit à l'horizontale réellement une posture, un acteur stratégique, navigateur de paradoxes, parce que dans le business, c'est paradoxal, dans les organisations, c'est paradoxal, et en même temps activiste, c'est-à-dire militant, et à la fois crédible et légitime. C'est-à-dire crédible, je connais mon métier, légitime, je comprends le business et je peux faire des actions qui sont effectivement pertinentes. Et ensuite, on a 6 activités dans la responsabilité RH, et on voit celle qui est tout en bas au milieu, concepteur et interprète des données analytiques. Donc c'est réellement, c'est vraiment une des activités RH. Et puis à côté, l'intégrateur technologie et médias, hein, ça veut dire que l'ARH, s'il y a un réseau social d'entreprise, ben c'est bien à l'ARH, effectivement, d'animer ce réseau-là et d'être capable de concevoir et d'interpréter les données analytiques. C'est une excellente conclusion, Richard. On va remercier Karine pour son intervention. Richard, te remercie aussi pour ton animation. Au-delà de l'animation aussi, toute la prise de recul que tu nous donnes sur ces masterclass. Et puis, avec Adèle, on va vous faire un petit questionnaire de satisfaction, de retour par rapport à l'animation de ce webinaire. Et moi, un petit mot en conclusion. Alors, ce n'était pas forcément voulu au départ, mais on lance chez IGS Formation Continue des certificats Level Up, et on en lance sur 3 sujets: le care management RH, la qualité du dialogue social, et le 3e sujet, l'analyse de la data RH pour plutôt les HRBP. Donc, on est dedans.
Voilà, donc on n'hésitera pas à vous communiquer la page programme pour vous donner voilà, plus d'informations sur le sujet. En tout cas, merci à tous. Encore merci Karine, merci Richard, merci à nos invités et on se dit à très vite pour un prochain webinaire avec Richard et IGS Formation Continue. Merci, bon appétit à tout le monde. Merci Merci infiniment, Damien. Richard. Merci à tous. Bonne journée, à très bientôt Au revoir. Karine. Au revoir. Au revoir.